Bonjour et bienvenue à tous sur notre webinaire Diminuer votre impôt sur les sociétés grâce au dispositif de l'IPBox. Je suis Lorenza Deveau, chef de projet marketing au sein des et j'ai le plaisir ce jour d'administrer ce webinaire. Nous serons ensemble pour une durée d'environ 45 minutes qui comprend également une session de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Ce webinaire est bien sûr enregistré. Le lien de rediffusion ainsi que la présentation PDF vous seront transmis dès la fin de cette session. N'hésitez pas à interagir tout au long de ce webinaire dans la partie chat, mais aussi à poser toutes vos questions dans l'onglet questions qui se situe à droite de votre écran. Nous allons maintenant découvrir ensemble nos intervenants. Laïla Elouali, experte fiscaliste. Bonjour Laïla. Bonjour à toutes et à tous. Et Frédéric Piéguet, expert en fiscalité de l'innovation. Bonjour Frédéric. Bonjour Lorenza, bonjour à tous. Passons désormais au programme qui animera cette fin de matinée. Dans un premier temps, nous présenterons le dispositif ainsi que son champ d'application. Dans un second temps, nous vous expliquerons la mise en œuvre de ce régime, mais nous reviendrons également sur les retours d'expérience, mais aussi sur notre méthodologie et nous terminerons par une session de questions-réponses. Donc, pour toutes les questions auxquelles nous n'aurons malheureusement pas pu y répondre, nos experts reviendront vers vous dans les meilleurs délais. Je vais maintenant laisser la parole à Laïla. Laïla, c'est à toi. Bon webinaire. Merci Lorenza. Alors, pour débuter, du coup, comme l'a précisé Lorenza, on va vous présenter le dispositif et le régime de l'IP-Box. Du coup, pour recentrer un petit peu ce dispositif, il s'inscrit dans le cadre d'une politique fiscale globale de soutien à la recherche. Et si on fait un état des lieux du cycle de vie d'une innovation, nous sommes donc dans le cadre du développement d'un concept qui a abouti, une idée qui a abouti sur une innovation développée à partir de travaux de R&D. Et donc, cela peut donner lieu à la protection donc, de cette idée, de cette innovation, via un actif de propriété intellectuelle potentiellement valorisable. On verra la liste de ces actifs par la suite. Une fois protégé, cela peut donner lieu éventuellement à des redevances. Donc, c'est un dispositif, le régime de l'IP-Box, qui vient en complément des financements directs du type subvention ou indirects du type crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Donc, on se situe plus en aval dans le cycle de vie d'une innovation. Ce sont donc des dispositifs qui sont cumulables. Ce nouveau régime il a été mis en place par la loi de finances 2019 et il est codifié à l'article 238 du Code général des impôts. Il a été mis en place, il a été modifié, dans un but de se conformer aux exigences européennes, puisque initialement, le régime applicable jusqu'au 31 décembre 2018 prévoyait un taux d'imposition à 15% et il n'y avait pas de conditions particulières sur les actifs en question. Désormais, donc ce régime a été jugé dommageable par l'OCDE et donc désormais, et à partir du 1er janvier 2019, le taux préférentiel est au taux de 10% à la condition que les actifs en question aient été développés à partir de travaux de R&D, de recherche et développement, au sens du crédit d'impôt recherche. Et également, le nouveau régime a mis en place, a instauré ce qu'on appelle un ratio nexus que Frédéric viendra vous détailler par la suite. Il est ouvert à l'ensemble des entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou libérales qui sont soumises à un régime réel d'imposition. Sur les opérations concernées, on a effectué une slide dédiée par la suite qu'on détaillera et nous trouvions intéressant de vous faire part des derniers chiffres publiés sur le régime de l'IP-Box et notamment de faire un comparatif avec le précédent dispositif. L'ancien dispositif était estimé à un coût de 500 millions d'euros pour environ 300 bénéficiaires. Désormais, et en 2020 plus particulièrement, le coût du nouveau dispositif s'élève à plus de 770 millions d'euros avec plus de 600 bénéficiaires. Selon les derniers échos, des derniers chiffres aussi sur les dernières années, cela représenterait pour l'État une dépense globale d'1 milliard d'euros, environ d'un peu moins d'1 milliard d'euros. Donc ça reste quand même assez conséquent. On observe donc un impact positif en termes notamment de nombre de bénéficiaires.
Ce régime de faveur, du coup, il est intéressant sur 2 points en particulier. Si on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Frédéric, merci. Il permet aux entreprises qui optent à ce dispositif, du coup, de diminuer leur taux d'imposition. Donc, ça permet de passer d'un taux à 25% à 10%, selon les seuils, ou un taux réduit de 15% à 10% pour certaines entreprises, ce qui permet de générer une économie d'impôt qui est non négligeable. Dans un second temps, comme je le disais, c'est un dispositif qui est cumulable à la fois avec les dispositifs CIR-C2I et également avec les aides directes. Et enfin, il est possible de revenir sur les dernières années fiscales non prescrites, comme pour le CIR. Donc ça aussi, c'est un avantage à prendre en considération au regard de ce régime de faveur. Concernant le champ d'application, cette fois-ci, du régime de l'IP Box, il est intéressant car son champ d'application se retrouve élargi par rapport à l'ancien dispositif. Au titre des actifs éligibles, on retrouve les brevets, les procédés de fabrication industrielle qui doivent être l'accessoire indispensable pour l'utilisation du brevet, les certificats d'obtention végétale et la grande nouveauté de ce dispositif, et non des moindres, c'est pour ça qu'on a vu le nombre de bénéficiaires quasiment doublé, c'est l'extension aux revenus issus de vente de logiciels protégés par droit d'auteur via licence. Donc, bien entendu, on a des focus dédiés à cette partie-là. Concernant cette fois-ci les opérations qui sont concernées par ce dispositif, on retrouve d'une part les redevances de concession, sous-concession de brevets et actifs assimilés. Donc par concession ou sous-concession, on entend concession d'un droit de propriété intellectuelle, un droit d'exploitation, d'utilisation ou de reproduction, moyennant la perception d'une redevance. Par licence d'exploitation, elle peut être exclusive ou non, mais c'est le droit de conférer à votre client d'utiliser l'invention tant à des fins internes, donc pour ses besoins propres, que dans la perspective de produire et commercialiser des biens et services. Donc ça, c'est la première typologie d'opération. D'autre part, on retrouve les plus-values de cession à la double condition cumulative suivante, que l'actif incorporel y soit créé ou acquis depuis au moins 2 ans, acquis à titre onéreux, et l'absence de lien de dépendance entre l'entreprise cessionnaire et l'entreprise cédante. Ces conditions, on les retrouve que pour les plus-values de cession et non pas les redevances de concession ou de sous-concession de licence. Sur le focus logiciel, le logiciel, il doit donc être protégé par le droit d'auteur pour être éligible et avoir un caractère original. La présence de travaux de R&D engagés pour le développement du logiciel est un faisceau d'indices, un élément à prendre en considération pour démontrer ce caractère original du logiciel. Il faudra également démontrer l'apport intellectuel qui doit être démontré. C'est-à-dire, si nous sommes dans le cadre d'une exécution technique connue, ça ne fonctionnera pas. Ça ne suffira pas à démontrer l'originalité du logiciel. Et enfin, il faudra démontrer les décisions et l'autonomie de l'auteur de l'invention. Tout cela, bien entendu, quand je dis que ça doit être démontré, c'est à démontrer dans le dossier technique qui est à fournir en cas de contrôle fiscal. Par logiciel, on entend toute solution éligible au sens large. Ce peut être des applications, un accès via une plateforme notamment. Dès lors qu'on se situe dans ce type de solution un petit peu, je veux dire, atypique, et pas un logiciel en tant que tel au sens stricto sensu, il faudra démontrer, et notamment à travers les modalités contractuelles, les conditions générales de vente, la partie logicielle associée à cette solution éligible. Donc, il faudra effectuer une analyse accrue des contrats, des conditions générales de vente pour définir avec précision la solution éligible. Concernant la commercialisation, ça peut être une licence on-premise, une licence avec de la maintenance ou du SaaS. Et pour ce faire, on va vous détailler sur la slide suivante les différentes particularités liées à ce modèle de commercialisation, ces différents modèles de commercialisation.
Au titre des modalités d'accès de ces actifs incorporels concédés ou sous-concédés, ces derniers peu importe les modalités d'accès. La doctrine, elle est venue préciser que l'accès pouvait notamment s'effectuer soit sur une plateforme d'hébergement, soit via une installation sur un équipement propre à l'entreprise. Seuls sont éligibles, par contre, les revenus de licence, c'est-à-dire qu'il conviendra d'isoler et d'exclure tout ce qui est lié à de l'hébergement, au support, à de la maintenance classique, notamment via une clé de répartition qui devra être déterminée de la manière la plus rigoureuse possible, via une reconstitution des coûts notamment, pour vraiment identifier les revenus de licence et isoler tous les revenus qui ne sont pas éligibles au titre de l'IP Box. S'agissant plus spécifiquement de la maintenance, donc pour les contrats qui comportent une partie de revenus de licence plus des revenus liés à de la maintenance pour le client, il conviendra de faire une distinction entre deux types de maintenance, la maintenance classique de la maintenance corrective. La maintenance classique corrective qui correspond à de la simple correction de bugs, par exemple, de l'assistance téléphonique. Celle-ci sera à exclure des revenus éligibles au régime de l'IP Box, à distinguer de la maintenance évolutive. Ça peut correspondre, à titre d'exemple, à de la mise à jour de logiciels ou à la création de nouveaux modules, où là, ça nécessitera une analyse plus approfondie des contrats, et notamment pour conclure à l'éligibilité des revenus associés à la maintenance évolutive. Donc cela, potentiellement, et selon comment c'est défini dans le contrat et le libellé de la facture et la dissociation des revenus sur la facture, eh bien, ce pourront être des revenus éligibles au régime de l'IP Box. Si cette fois-ci, on s'intéresse au focus sur l'informatique embarquée, pour recontextualiser, l'informatique embarquée, ça correspond aux logiciels qui composent un équipement. Donc, les HP logiciels se trouvent à l'intérieur des équipements fournis à vos clients. Et donc, il n'y a pas de vocation purement informatique en tant que telle. La question, c'est donc de savoir comment les entreprises qui disposent je vais y arriver, de systèmes embarqués peuvent prétendre au régime de l'IP Box. Dans un premier temps, les produits qui sont concernés, ce sont tous les produits qui comportent une partie software essentielle au bon fonctionnement du dit produit et pour lequel une licence est consentie. Ce point-là est très important. Il faut vraiment identifier dans les contrats notamment la licence qui est consentie à vos clients. Concernant pour pouvoir y prétendre, il y a du coup des conditions d'éligibilité. Dans un premier temps, il est nécessaire que des travaux spécifiques aient été engagés du coup sur la partie software et non pas uniquement hardware. Donc ça, c'est un premier point très important. Et le logiciel peut être vendu à plusieurs clients. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas ce qu'on appelle le développement à façon pour un besoin spécifique d'un client. Là, ça ne fonctionnera pas. Pour pouvoir prendre en compte les revenus du coup isolés d'une licence associée à de l'informatique embarquée, il faut pouvoir justifier la quote-part donc du software qui est retenu dans le calcul du résultat de l'IP Box. Quelques préconisations du coup pour ce faire: expliciter la vente du logiciel, c'est-à-dire prévoir la dénomination exacte du logiciel dans la proposition commerciale notamment, ou le contrat de vente. Ça, c'est un aspect très important et qu'on ne retrouve pas systématiquement en pratique. Et associer une licence ou un abonnement propre à l'utilisation du logiciel. Donc, ces précautions permettront de sécuriser la prise en compte de ces revenus dans le calcul de l'IP Box et dans, du coup, la déclaration de l'IP Box. À cet effet, sur l'informatique embarquée à proprement parler, nous vous invitons à prendre connaissance du dernier article publié sur notre site sur l'informatique embarquée pour avoir plus de détails sur ce focus-là. Donc, nous venons d'aborder dans les grandes lignes le champ d'application du dispositif de l'IP Box. Je vais passer la main à Frédéric qui va vous parler de la mise en œuvre du régime. Merci beaucoup, Leïla.
Effectivement, on va aborder maintenant les modalités de mise en œuvre du régime et entrer un peu plus dans le détail des différentes étapes qui vont nous permettre de calculer finalement l'avantage fiscal auquel on pourrait prétendre en optant à ce régime de l'IPBox. Première chose à avoir en tête, on est sur un dispositif qui est optionnel. Chaque année, une société qui veut prétendre à ce dispositif doit opter de manière expresse à ce régime de l'IPBox. L'option se matérialise par un feuillet fiscal qui est à joindre à l'alias fiscal, qui est le 2467 ou le 2468 en fonction de que vous soyez une société seule ou une société en intégration fiscale. L'option est à réaliser par actif ou famille d'actifs, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'opter pour un logiciel, un brevet donné ou éventuellement de regrouper plusieurs logiciels entre eux. Ça peut avoir du sens, par exemple, si on est dans une situation où on va vendre un logiciel avec plusieurs modules. Il n'y a peut-être pas forcément lieu de distinguer chacun des modules de manière unitaire, même s'ils peuvent être vendus séparément, mais plutôt de les considérer comme un actif au sens large, une famille d'actifs à part entière. L'option, du coup, est annuelle, mais doit être maintenue chaque année, sous peine de perdre définitivement le bénéfice du dispositif pour l'actif pour lequel on aurait cessé de l'option une année. On va prendre un exemple. En 2022, vous choisissez d'opter pour 3 actifs. Si à compter de 2023, vous n'optez plus que pour 2 actifs, l'actif pour lequel vous avez cessé l'option, du coup, vous avez définitivement perdu le bénéfice du régime pour cet actif en question. Donc, toute option est engageante pour les années ultérieures. La deuxième obligation de ce régime, c'est un dossier technique, un dossier justificatif qui est à tenir à disposition de l'administration fiscale en cas de contrôle. Ce dossier justificatif comportera un certain nombre d'éléments techniques et d'éléments de calcul. D'éléments techniques, c'est une description générale des activités de R&D de l'entreprise, une liste et une description détaillée de chacun des actifs ou familles d'actifs pour lequel l'option a été faite, une présentation du calcul du ratio Nexus et de son suivi pour chacune des catégories, actifs ou familles d'actifs, la détermination des revenus nets imposables au taux réduit, et éventuellement, si on est dans cette situation, une présentation, une justification de la méthode de répartition des dépenses entre chacun des actifs ou familles d'actifs. On a évoqué ce terme à plusieurs reprises. On va voir ici comment on calcule justement ce fameux ratio Nexus. Pour chacun des actifs ou familles d'actifs pour lesquels on souhaite opter, on va devoir opérer un calcul en plusieurs étapes. La première étape, ça va être ce qu'a déjà évoqué Leïla, d'identifier les revenus bruts issus de la concession de droit sur l'actif de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que on revient dans l'exemple qui a été évoqué tout à l'heure, dans le cadre d'une vente de logiciel sous forme d'abonnement SaaS, la totalité de l'abonnement ne pourra pas être pris en compte comme étant un revenu brut. Ce qu'on va appeler revenu brut ici, ce sont uniquement les revenus de concession de licence sur ce logiciel. Donc, seule une quote-part, une partie de l'abonnement SaaS pourra être retenue. On va venir, du coup, une fois qu'on a identifié nos revenus bruts de notre actif ou de notre famille d'actifs, déduire de ces revenus les dépenses de R&D qui ont été engagées sur l'année. Dépenses de R&D qui ont été engagées pour faire évoluer notre logiciel, pour faire évoluer notre actif. On va avoir comme typologie de dépenses les dépenses de personnel, les jours hommes, qui ont été investis pour travailler au développement et à l'évolution du logiciel. La sous-traitance, éventuellement qu'elle soit interne au groupe ou externe. Et tout ce qui va être, par exemple, les frais de pays, les prises et maintenance de brevets, les annuités brevets. La notion de R&D qui est évoquée ici, en tant que dépense de R&D, n'a pas été réellement définie par le législateur. La doctrine fiscale est venue à poser une définition CIR à cette notion de R&D, mais il faut savoir que le législateur en tant que tel n'a pas défini cette notion de R&D. Une fois qu'on a opéré ce premier calcul, revenu brut moins dépenses de R&D, on a donc déterminé nos revenus nets.
À ces revenus nets, on va venir appliquer le ratio Nexus, qui est du coup l'une des grandes nouveautés apportées par les modifications de la loi de finances pour 2019. Et ce ratio Nexus a été d'une certaine manière imposé par l'OCDE et l'Union européenne comme devant faire partie intégrante de ce nouveau régime de fiscalité préférentielle sur les revenus issus de l'API. On va calculer ce ratio Nexus en identifiant l'ensemble des dépenses de recherche engagées par l'entreprise pour développer son actif. Et on va distinguer du coup les dépenses de R&D qu'elle a réalisées directement, celles qu'elle a externalisées auprès d'entreprises non liées et éventuellement celles qu'elle aurait externalisées auprès d'entreprises liées. Et on va prendre en compte du coup les dépenses de R&D de l'année, mais également celles des années antérieures. C'est-à-dire que si le logiciel qui aujourd'hui vous génère des revenus, vous avez commencé de le développer en 2015, et ben du coup on va devoir, pour calculer le ratio Nexus, prendre en compte l'ensemble de ces dépenses de R&D depuis 2015. On va donc inscrire au numérateur les dépenses de R&D portées directement par l'entreprise, donc principalement les jours hommes investis dans le développement de ce logiciel. Et on va également inscrire au numérateur les dépenses externalisées auprès d'entreprises non liées. Pour le dénominateur, on va reprendre ces mêmes dépenses, on va reprendre ce numérateur auquel on va ajouter les dépenses externalisées auprès d'entreprises liées et les éventuels coûts d'acquisition d'actifs. Par coût d'acquisition d'actifs, il faut également entendre la valeur vénale de l'actif lorsqu'il y a une entrée dans un groupe fiscal ou une création d'intégration fiscale. Le numérateur peut être éventuellement majoré de 130%, mais quoi qu'il arrive, notre ratio Nexus ne pourra pas excéder 100%. Le ratio Nexus va venir s'appliquer aux revenus nets pour partager la part des revenus nets imposés à 10%, donc au taux préférentiel, de ceux qui resteront imposés au taux classique. Typiquement, si vous avez un ratio Nexus qui est égal à 0,8, c'est-à-dire que 80% de vos revenus nets seront imposés à 10% et les 20% restants resteront sur une imposition au taux classique. Je propose peut-être de vous détailler ces éléments dans un exemple. L'exemple qu'on vous propose aujourd'hui, ce serait une société qui a engagé des travaux de recherche et qui ont donné lieu au développement de plusieurs actifs de propriété intellectuelle. On aura dans notre exemple cinq brevets, un brevet qui est totalement indépendant, qu'on va nommer le brevet A, et 4 brevets qui sont en lien avec un produit unique et qui vont pouvoir du coup constituer une famille. Donc on va appeler ici notre produit B, ce sera notre famille de 4 brevets. Et on a également un logiciel qui est vendu également de manière unitaire par l'entreprise. Elle identifie dans un premier temps quels sont les revenus générés par ces actifs, quels sont les revenus au sens concession de droit sur ces actifs. C'est-à-dire que là, on a déjà effectué potentiellement ce premier retraitement qu'on a évoqué déjà plusieurs reprises, une fois par Leïla et puis une fois par moi. Elle identifie donc en 2022, des revenus qui s'élèvent à 1,55 million pour le brevet A, la famille B, 8,65 millions et 700 000 euros pour le logiciel C. Elle identifie par ailleurs que elle continue d'engager des dépenses de recherche pour faire évoluer son logiciel, pour éventuellement travailler sur cette fameuse famille B. Et elle a également des frais, des annuités brevets, des frais de prise et maintenance de brevets. Une fois identifiées ces différentes dépenses de R&D, elle effectue, vous vous rappelez, la première opération, revenu brut moins dépenses de R&D qui nous permettent d'identifier le revenu net, qui s'élève donc à 1,5 million pour le brevet A, à 8 millions dans notre exemple pour la famille B, et à 500 000 euros pour le logiciel C. On a donc identifié nos revenus nets. Il nous reste maintenant à calculer le ratio Nexus pour chacun des actifs ou familles d'actifs, afin d'identifier finalement quel est le résultat net réellement imposable au taux réduit. Pour le développement du brevet A, la société a du coup identifié qu'en 2022 et sur les années antérieures, elle a engagé plusieurs types de dépenses de recherche. Des dépenses internes, des annuités brevets et également de la sous-traitance sans lien de dépendance. Pour le développement de la famille B, on retrouve également des dépenses internes de personnel, des frais de prise et maintenance de brevets, de la sous-traitance cette fois
sans lien de dépendance, mais également avec lien de dépendance. On se retrouve dans une configuration assez similaire pour le logiciel C. En reprenant les règles de calcul du ratio Nexus, à savoir un numérateur composé des dépenses internes et externalisées auprès d'entreprises non liées, et un dénominateur composé du numérateur auquel on ajoute les dépenses externalisées auprès d'entreprises liées, on se retrouve pour le brevet A, notre premier actif, un ratio Nexus qui est égal à 1, c'est-à-dire qu'on va tirer le plein bénéfice, le plein potentiel du dispositif pour ce brevet A, pour cet actif A. Une famille B pour lequel le ratio Nexus est égal à 0,65 et un logiciel C pour lequel cette fois le ratio Nexus est égal à 0,8. Comme je l'indiquais tout à l'heure, on va venir appliquer ce ratio Nexus au revenu net qu'on a calculé précédemment. On a donc pour le revenu, pour l'actif A, la totalité des revenus qui vont être imposables et imposés à 10%. Pour le produit B, pour la famille B, on aura donc seulement 65% des 8 millions d'euros des revenus nets qui seront imposés à 10%. Et pour le logiciel C, on aura 80% des 500 000 euros qui passeront sur cette imposition à 10%. Le reste resteront sur une imposition autoclassique. En faisant une comparaison entre l'ensemble des résultats nets imposables à 10% de ce qui aurait été imposé à 25%, on a un gain dans cet exemple précis d'un peu plus d'1 million d'euros pour l'entreprise sur l'exercice 2022. On voulait vous proposer également des premiers retours d'expérience de ce que nous on peut constater après finalement déjà 3 années de mise en œuvre du régime chez nos clients. Le premier retour positif, c'est que les déclarations tardives, les demandes rétroactives qui ont pu être faites en 2019 et 2020 ont vu pour nos clients recevoir des retours positifs de la part de l'administration avec un principe, une acceptation de ces options tardives. Le deuxième retour d'expérience, c'est que pour les éditeurs logiciels, ça reste un dispositif qui est encore trop méconnu. On a seulement 20%, d'après l'enquête menée par Numéum, 20% des éditeurs logiciels qui déclarent opter à ce régime de l'IP-Box en 2022. Le dernier retour d'expérience, c'est sur la partie contrôle fiscal. On constate que c'est un sujet qui est encore mal maîtrisé, qui est un peu balbutiant pour les organes de contrôle. Et on a du coup des retours qui sont positifs, en tout cas pour nos clients, mais on sent que l'administration fiscale n'a pas encore toutes les clés pour venir identifier et contrôler cet avantage fiscal. On a eu quelques questions sur les contrats, des demandes de transmission de contrats, d'explication de comment ont été retenus les revenus. Des questions sur le fait qu'un actif ne soit pas forcément immobilisé au compte de résultat. On a eu un retour positif par rapport à ça. Le logiciel n'est pas obligatoirement immobilisé au compte de résultat. Il faut simplement qu'il ait le caractère d'actif immobilisable. Et on a également des retours qui vont dans le sens de ce qui est rédigé aujourd'hui dans la doctrine, à savoir que l'administration fiscale fait vraiment un parallèle entre la R&D au sens du crédit d'impôt recherche et la R&D telle qu'elle l'entend dans ce régime de l'IP-Box. Enfin, on va vous présenter rapidement la méthodologie d'accompagnement qui a été construite par Hemming s'agissant de nos missions IP-Box. On a un accompagnement qui se fait en 3 temps principaux. Première étape qui va vraiment consister en un travail d'audit pour identifier les revenus éligibles, les actifs éligibles et les éventuels regroupements par famille d'actifs. L'audit pour identifier les dépenses qui vont être éligibles à la fois pour le calcul du revenu net et le calcul du ratio Nexus. Une phase de calcul où on va mettre du coup en musique tous ces éléments qu'on a pu identifier et vous proposer plusieurs scénarios en fonction
des regroupements qu'on pourrait opérer par famille d'actifs en fonction des retraitements qui peuvent être faits à différents niveaux. Vous avez la main donc pour calculer, pour choisir le scénario qui vous convient le mieux en fonction de la situation qui vous est propre. On vous accompagne dans la déclaration, on vous fournit tous les éléments qui vous permettent d'opter à ce régime de l'IPBox. Et on va, dans un troisième temps, vous accompagner dans la rédaction de la documentation technique justificative. On va également vous proposer un accompagnement en cas de contrôle fiscal pour vous aider à apporter toutes les réponses aux demandes de l'administration que pourrait donner lieu cette option, votre option à ce régime de l'IPBox. Aiming va publier très prochainement, dans le courant du mois de mars, un guide dédié à l'IPBox, dans lequel on va reprendre un certain nombre d'éléments qu'on a vus ensemble, mais également des points d'approfondissement qu'on n'a pas forcément le temps d'évoquer en webinaire parce que le temps est limité. Mais du coup, on va publier un guide qui sera accessible sur notre site internet et qui reprendra tous les éléments qu'on a vus aujourd'hui. C'est le moment, si vous avez des questions, des points d'approfondissement par rapport à des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, des points d'approfondissement, de compréhension éventuellement du dispositif, si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Alors, effectivement, merci Laïla et Frédéric pour cette présentation qui était très claire et très intéressante. Je vous propose désormais de passer à la session questions-réponses. Donc, nous avons plusieurs questions. Donc, la première est la suivante. Suis-je éligible si mes solutions logicielles ne sont pas brevetées ou si je n'ai pas déposé les codes à l'APP? Qui de vous deux souhaite y répondre? Laïla, Frédéric? Je peux prendre cette réponse. Du coup, je suppose que notre intervenant fait référence à l'Agence de protection des programmes par l'acronyme APP. Donc, il n'y a pas d'obligation pour la partie logicielle à avoir fait cette démarche. En revanche, effectivement, si vous l'avez fait, ce sera que bénéfique et ce sera du temps de gagner pour la justification et la défense en cas de contrôle fiscal pour justifier du caractère original de votre logiciel et du fait que vous en êtes bien propriétaire. Merci Frédéric pour ta réponse. Alors, je ne paye pas d'IS. Le dispositif IPBox est-il intéressant pour mon entreprise? Je peux prendre la main pour répondre à cette question. Alors, dans le cas où vous ne payez pas d'IS, vous avez quand même la possibilité de bénéficier de l'IPBox. Il conviendra d'établir les meilleurs scénarios pour identifier celui le plus adéquat. Et dans ce cas, les économies d'impôt sur les sociétés qui seront générées, elles pourront être constatées sous la forme de déficit reportable et non pas d'un taux préférentiel d'imposition du coup. Merci Laïla. Nous allons prendre encore deux nouvelles questions. Donc, si pas de sous-traitance, nécessaire de calculer la ration Nexus? C'est effectivement indispensable de le calculer. Le calcul peut être éventuellement un peu plus simple si vous n'avez pas de sous-traitance. Effectivement, il est indispensable de le calculer et d'assurer un suivi. Si on se rappelle, ça fait partie des éléments qui sont vraiment demandés dans la documentation justificative par l'administration fiscale. Donc, en cas de contrôle, vous devez effectivement justifier du ratio Nexus, de sa valeur, mais également de comment il a été calculé et de faire un suivi dans le temps de ce calcul du ratio Nexus. Je vais juste revenir rapidement sur la question précédente sur le fait de ne pas payer d'IS. On a souvent cet échange avec les prospects ou avec nos clients. Il faut distinguer le fait de ne pas payer d'IS parce qu'on a un résultat déficitaire ou le fait de ne pas payer d'IS parce qu'on utilise éventuellement notre crédit d'impôt recherche pour payer l'impôt. Il faut savoir que ça a été évoqué déjà tout à l'heure, mais je préfère le redire, que l'avantage fiscal de l'IPBox se constate avant utilisation et avant imputation des éventuels crédits d'impôt. Donc, ce qui va être surtout à étudier, c'est
la présence ou non d'un résultat fiscal positif ou négatif sur l'année pour voir et pour identifier l'avantage fiscal qui peut découler de ce régime de l'IPBox. Merci Frédéric. Question suivante. Est-ce que vous avez des sociétés qui utilisent le dispositif pour des revenus type SAS? Je t'en prie. Vas-y, ok, je pense que notre interlocuteur doit parler du SaaS qu'on a évoqué tout à l'heure en termes de revenus de licences logicielles. Effectivement, comme vous le savez, dans le domaine de l'édition logicielle, c'est déjà le cas depuis de nombreuses années, mais le business model du SaaS tend à prendre le dessus sur la vente de licences assez classique on-premise telle qu'elle pouvait exister et telle qu'elle existe encore, mais en tout cas, le business model du SaaS tend à prendre le dessus. Et effectivement, on a un certain nombre de nos clients, soit qui vendent exclusivement du SaaS, ou qui ont un mode de vente hybride avec de la licence on-premise et également du SaaS. C'est du coup pas du tout un point bloquant hein, pour opter au régime. Ça nécessite simplement une étude particulière à la fois des contrats pour s'assurer que les droits qui sont conférés à l'utilisateur final sont suffisants pour prétendre au régime de l'IPBox. Et ça nécessite également un retraitement, puisque comme on l'a évoqué, la totalité de l'abonnement SaaS ne correspond pas à une concession de licence. Donc, une partie de cet abonnement est à retraiter, notamment la part hébergement ou la part support technique, par exemple. Merci Frédéric. Eh bien, nous n'avons plus d'autres questions. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à consulter notre site internet emine.fr afin de découvrir l'ensemble de notre expertise autour de l'innovation. Nos experts se tiennent à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci à vous, bonne journée et à bientôt. Merci à tous.